lorsque l'on met un corps étranger dans une veine, on va voir qu'il y a une forte tendance à ce que cette veine se sténose. Et donc une sténose veineuse centrale qui serait totalement asymptomatique va pouvoir devenir très symptomatique lorsque brutalement vous augmentez le retour veineux, par exemple par le biais de la création d'une fistule artério-veineuse de dialyse. Alors, j'avais séparé en deux points les accès par des cathéters pour la dialyse et les accès par les fistules. Donc, quand même, simplement, les données américaines nous rappellent que pour les patients qui donc commencent une hémodialyse, il y a quand même 80% des patients qui débutent leur hémodialyse avec un cathéter veineux central et qu'au long cours, il y en a quand même 20% qui vont avoir le cathéter veineux central comme voie d'accès permanent. Inversement, ces patients, on l'a déjà vu, sont très à risque de point de vue cardiovasculaire de tous les types, les cardiopathies ischémiques, les insuffisances cardiaques, mais aussi les troubles du rythme, ce qui fait que tout de même, il y a 10% des patients, et on le retrouve dans plusieurs séries américaines, 10% des patients hémodialysés qui sont porteurs d'un dispositif cardiaque implantable, que ce soit pacemaker, défibrillateur ou appareil de resynchronisation. Et en fait, finalement, il y a à peu près 1% de patients hémodialysés qui ont besoin de l'implantation d'un dispositif cardiaque par an. C'est à peu près 50-50. Il y a un tout petit peu plus de défibrillateurs que finalement de pacemakers chez les patients dialysés. Dans les études que j'ai vues, il n'y a pas de distinction entre les pacemakers et les appareils de resynchronisation. Donc finalement, en fait, on va voir que c'est un problème qui touche un tout petit pourcentage, 1% des patients, mais chez qui, en fait, la complication va être fréquente. Alors simplement pour un tout petit rappel, les dispositifs cardiaques implantables sont implantés le plus souvent, on va le voir, par voie sous-clavière, par la veine sous-clavière, mais il y en a quelques-uns qui sont aussi implantés par la veine axillaire ou aussi par la veine céphalique. Le risque de sténose veineuse centrale, il apparaît principalement au point d'insertion du matériel étranger dans la veine, mais il arrive aussi tout le long du trajet veineux, à chaque fois qu'il y a un point de contact entre le matériel étranger et la veine. Donc, ce n'est pas forcément que au point de contact. Ce qui fait que finalement, lorsque vous avez un cathé de dialyse et un dispositif cardiaque du même côté, vous avez un risque d'avoir une sténose veineuse centrale sur la sous-clavière, et donc après d'avoir la création d'un gros bras si la sténose devient symptomatique. Si les deux sont contralatéraux, le risque il vient donc d'avoir une sténose cave sup, où il y a même des thromboses cave supérieure, et dans ce cas-là, évidemment, le risque c'est d'avoir développé un syndrome cave supérieure. Je vous rappelle aussi qu'il y a des risques infectieux qui sont liés aussi bien au cathéter qu'au dispositif cardiaque implantable. Juste un exemple très vite fait, où vous avez ici une sténose, puisqu'on voit encore un peu de passage de produits de contraste avec le développement de la circulation veineuse collatérale, et ici une obstruction complète sur des sondes de pacemaker. Alors il y a 3 études, maintenant on passe sur l'étude des sténoses centrales chez les patients qui ont un dispositif cardiaque implantable. Il y en avait 3, je voulais les regrouper, mais elles ont toutes les 3 regardé des choses bien différentes, alors malheureusement on va juste les voir rapidement. Simplement, donc là, c'est une première étude où, sur 136 réinterventions sur un dispositif cardiaque implantable, donc c'était des changements de sonde, des ablations de sonde, des changements de piles. Vous voyez que, bon, voilà, des populations qui sont assez âgées, évidemment, 30% de femmes, beaucoup de diabète et beaucoup d'insuffisance cardiaque, 40% d'insuffisance cardiaque. Et dans cette étude, il y avait 4% d'insuffisance cardiaque. Et on voit en fait que, alors, il ne précisait pas le délai par rapport à la pause du pacemaker, donc c'est un peu embêtant, mais au moment où il faisait cette intervention, il faisait une vénographie systématique et il y avait quand même, dans 37% des cas, il y avait une sténose veineuse centrale. Donc c'est quand même très fréquent, dès qu'on laisse un matériel en place dans une veine, il y a un fort risque que cela développe. Et donc c'était 10 fois plus que chez les patients en contrôle. Dans cette étude, ils avaient pris comme contrôle les patients qui venaient pour une première implantation de dispositif. Donc il n'y avait pas de sonde en place. Deuxième étude au design strictement identique, 212 réinterventions sur un dispositif, mais cette fois-ci, ils ne sont pas tellement intéressés aux caractéristiques cliniques, ils sont intéressés plutôt aux caractéristiques du dispositif cardiaque implantable, même population, même à peu près même âge. Là, cette fois-ci, on avait la donnée sur la durée pendant laquelle les sondes étaient en place, 6 ans en moyenne. On voit que du coup, 77%, enfin 3/4 des pacemakers sont posés à gauche. Je pense que ça dépend du fait que les gens qui les posent sont plutôt droitiers. On voit aussi que dans une grande majorité des cas, ils sont posés dans la sous-clavière, 87% des cas, et puis en moyenne 2 sondes, jusqu'à 3 sondes. Et on voit qu'en fait, là, lorsqu'on regarde au moment de cette réintervention, pareil, 50% de sténose significative, c'est-à-dire à plus de 50%. Donc c'est extrêmement fréquent. Quand on regarde quels sont les facteurs associés au risque d'occlusion, pas de sténose, mais d'occlusion, on voit en fait que le nombre de sondes intervient et on voit le fait que plus on a piqué dans une voie centrale et plus on a un risque de développer une occlusion. Par contre, l'aspirine, les antiagrégants, les AVK, le type d'isolation de la sonde, tout ça n'intervenait pas. Donc c'est vraiment... et en analyse multivariée, ce qui est prédictif d'une occlusion, c'est l'âge de la personne, mais c'est surtout le diamètre total de toutes les sondes. Ce n'est pas le diamètre de la sonde, mais le diamètre de toutes les
les sondes et aussi le nombre de sondes. Donc, visiblement, c'est bien lié. Dernière étude, cette fois-ci, c'est de façon prospective, c'est-à-dire que c'est des patients qui viennent pour la première implantation d'un dispositif cardiaque implantable, et on fait une vénographie, cette fois systématique, 3 à 6 mois après la pause. Donc, c'est des patients qui n'en avaient pas eu, population toujours relativement les mêmes, et on voit quand même qu'une sténose veineuse centrale se développe dans les 3 à 6 mois dans 21% des cas. Donc, c'est extrêmement fréquent, et c'est assez précoce dans les 3 à 6 premiers mois. Dans cette étude, il n'y avait pas d'occlusion, peut-être que ça survenait plus tardivement. En analyse multivariée, de nouveau, on retrouve comme facteur de risque le nombre de sondes. Vous voyez que par sonde, on a un autre ratio qui est énorme, qui est de 19. Alors, on avait, nous, eu une fois un patient qui avait développé un gros bras juste après la création d'une fistule artério-veineuse de dialyse. Et en fait, il avait un pacemaker du même côté que la création de la sonde. Et donc, on avait repris les cas qui avaient été publiés de sondes de pacemaker et de création de fistules homolatéraux. Et on voyait en fait que sur une douzaine de cas, dans une grande majorité des cas, c'était des ponctions enfin, le pacemaker était par voie sous-clavière. Le délai était très variable, de quelques mois à quelques années. Les symptômes, par contre, étaient souvent assez précoces. Et puis on voit que le pronostic est assez mauvais parce que finalement qu'il y ait eu angioplastie ou qu'il n'y ait pas eu d'angioplastie pour essayer de lever cette sténose veineuse centrale, eh bien en fait dans une grande majorité des cas il a fallu fermer l'accès d'hémodialyse. Donc c'est quand même 80% de fermeture d'accès. Donc c'était pas négligeable. Simplement pour dire qu'on peut faire des angioplasties. Là, vous avez ici une sonde, vous avez la sténose qui est ici, et puis on peut mettre même un stent. Et dans les études, dans une seule étude, on va passer très vite, mais dans cette étude, il montrait en fait qu'il n'y avait pas de dysfonctionnement de la sonde de pacemaker qui était finalement écrasée par un stent. Petit détail, si vraiment il n'y a plus rien de possible, s'il n'y a plus d'abord veineux, dans un cas un peu compliqué où il y avait des sténoses des deux côtés, plus l'impossibilité d'utiliser des sondes péricardiques, en fait il y avait quand même eu possibilité d'implanter par voie fémorale un micro-pacemaker de moins d'1 millilitre directement dans le ventricule droit. Donc il y a toujours des solutions. En conclusion, simplement pour dire que finalement, le problème que posent les fistules et les dispositifs cardiaques implantables, c'est quelque chose de rare, c'est de l'ordre de 1% des patients dialysés, donc c'est quand même quelque chose de rare. Mais par contre, la complication elle-même chez ces patients-là est très fréquente. C'est un bon tiers des patients et on voit quand même que le risque est très lié au fait que les deux soient du même côté. Comme en général, on ne pose pas des fistules en grande urgence, on sait quand même assez bien s'il y a un pacemaker ou pas, et donc il faut vraiment éviter de les poser du même côté. C'est quand même une association qui est assez explosive. Merci pour votre attention. Bon, mais c'est très intéressant, on découvre un tas de choses. Est-ce que vous avez des questions ? Et alors, on stente ces veines-là ou on les dilate juste au ballon ? Alors, dans les études, ce n'est pas des grosses séries à chaque fois, c'est quelques cas. Mais dans toutes les... Il y a donc, en gros, dans les cas que j'ai retrouvés, la plupart du temps, c'était juste des dilatations, puisque je pense que les gens avaient peur de mettre un stent par-dessus une sonde de pacemaker. Et donc, la plupart des cas, c'est ça. Le problème, c'est que ça récidive, en fait. Ça marche bien sur le coup, mais il faut... c'est cette étude-là qui montrait, en fait, qu'on pouvait faire 14 angioplasties. Et ça marche tout de suite, tout bien. Pas de dysfonctionnement du pacemaker ni rien. Mais par contre, la perméabilité, à 60 jours, n'est pas mauvaise. À 75, ça décline. Et puis, au bout de 120 jours, il y a déjà plus que 50% des accès qui sont perméables. Donc, il faut le refaire. Et il y a 2 cas, moi j'ai trouvé seulement 2 cas, où il y a eu un stent qui a été mis en place, et sans que ça ait posé de problème, avec un recul qui était correct, qui était de quelques années. Donc, ça n'avait pas entraîné de dysfonctionnement des sondes du pacemaker. Il y avait pas eu donc, ils stentent sur les sondes, ils n'enlèvent pas les sondes non. Et il y a eu aussi un cas où ça a été l'inverse, où il y a eu l'implantation d'un pacemaker dans une veine qui était déjà stentée. Donc il y a un peu tous les cas de figure qui ont été rapportés, mais c'est à chaque fois 1 ou 2 cas, c'est vraiment pas énorme. Ouais. Guillaume ? Oui, il vaut mieux stenter avant de mettre les sondes plutôt que de stenter sur les sondes, parce que ces patients ont un risque infectieux énorme. Si jamais on peut faire des infections, c'est pas possible. Ouais. Donc, alors ça c'est vrai, mais en fait le problème c'est que... Voilà, c'est ça. Ici, s'il y a une sténose, je pense qu'il faut essayer de ne pas mettre une fistule de ce côté-là. Donc il ne faut pas stenter, il ne faut rien faire, il faut se mettre de l'autre côté. Si par contre la sténose devient symptomatique parce qu'il y a déjà les sondes de pacemaker en place, il y a eu quelques cas. Mais effectivement, ça paraît. Le pacemaker de l'autre côté, un pacemaker épicardique ou même... Alors il y a eu quand même quelques cas, quand les deux sont opposés, il y a quand même des cas de syndrome CAV-SUP. L'avenir, c'est sans doute à la paix, on est un petit peu en retard. C'est le pacemaker sans sonde. Ce qui était le cas là du petit truc rapporté. C'est pas sûr que ça réduise à zéro les sténoses, puisque je n'ai pas très bien compris comment ils arrivent à savoir. Ouais, non, mais je veux dire, ils avaient l'air de dire que c'était l'impact avec le nombre d'impacts au moment de la pause, c'est ça sur les oui, alors il y a deux.
Ouais, c'est-à-dire que c'est malgré tout, on a l'impression que c'est une complication de la pause chronique, c'est-à-dire c'est la sonde qui, en restant en place, va finir par provoquer des sténoses. Mais malgré tout, dans les études, le fait d'avoir eu plusieurs ponctions avant ressort comme un facteur de risque d'occlusion. Donc c'est un petit peu, voilà, on a l'impression que c'est surtout quand il y a des sondes qui sont en place, mais le fait de ponctionner plusieurs fois, c'est quand même un risque. Vous avez quand même cité le nombre de sondes, Jean. Le nombre de sondes et la surface totale des diamètres des sondes. Ouais. Autre question, oui. Merci Jean. La question quand même infectieuse, je pense que tu n'as pas le temps d'aborder, mais je pense que c'est un problème majeur. Les patients dialysés sur cathéter, ils ont des chances énormes de faire des septicémies, et quand ils ont une sonde de pacemaker, ils ont une augmentation du risque de faire un endocardite ou une infection de sonde qui est extrêmement importante. Je ne sais pas ce qui est plus important que le risque de sténose. C'est plus grave en tout cas. Je pense que c'est... Disons que c'est dans le cas où les deux sont du côté opposé. C'est-à-dire que quand ils sont du même côté, le gros problème, c'est que dans la semaine, il y a le bras qui gonfle. Donc, c'est pas le problème, c'est pas l'infection, c'est de régler le problème du gros bras. Par contre, au long cours, effectivement, quand les deux sont de côté opposé, ce qu'on a mis là, c'est effectivement, il y a un risque de 0,5% KT jour. Donc, c'est énorme. C'est 15 fois plus que quand on a une fistule. Et le principal facteur de développer une infection quand on a des sondes, c'est d'avoir une ponction veineuse. Donc, oui, ça, d'accord. Et la prévention de ça, qu'est-ce que c'est alors? C'est compliqué là. Essayer de ne pas décater les centraux pour les patients, mais parce qu'il y a même des endocardites sur sonde de pacemaker. Il y a des endocardites sur sonde de pacemaker qui ont été décrites. Enfin oui, ça c'est des complications. Et les chiffres, Jérôme, que tu avais donnés sur les pourcentages de dialyse, c'était aux États-Unis? Aux États-Unis, ça c'est les données américaines. Ouais. Dans rein. Je pense que c'est un tout petit peu mieux. J'avais pas eu le temps de reprendre les données de rein. C'était un peu mieux, mais c'est ça. Et au long cours, je ne me rappelle plus, dans rein, ça avait été publié au long cours, le pourcentage 80, c'est ça. Donc c'est pas très très loin. Hein. En tout cas, l'idée de demander... Enfin, je sais pas comment vous choisissez le côté d'implantation quand vous mettez par exemple... Apparemment, c'est quand même... On va demander au rythmologue. La gauche, c'est la préférence du patient, et aussi parce que le trajet est plus direct par la gauche pour aller, notamment dans le sinus coronaire, on a un trajet plus harmonieux et on va mieux dans le sinus. Le seul désavantage d'aller à gauche, c'est quand il y a une veine cave supérieure gauche, dans 0,2 quelque chose % des cas. À ce moment-là, on a un abord très complexe. On arrive dans le sinus coronaire, donc il faut parfois passer de l'autre côté. Il y a une étude qui montre que ça sténose plus à gauche qu'à droite, mais bon. C'est une habitude il y a un gros biais parce que c'est une habitude de centre, des centres qui implantent qu'à droite. Ils ont appris comme ça, ils ont la scopie qui est inventée comme ça. Ouais, c'est une histoire de... C'est pas droitier-gaucher. Donc c'est pas vraiment... Et vous allez mettre la fissule de l'autre côté, oui. Hein, donc, de toute manière. Le petit jeu, c'est ça, de la fistule éventuelle. Hyper important. Donc en fait, si le malade, on sait qu'il va aller en dialyse un jour... Le risque infectieux est bien majeur.